Moi, je fais partie de ces enfants insupportables. Vous savez, ceux qui, dès leur plus jeune âge, savent ce qu'ils veulent faire de leur vie. Chez moi, c'est clair, net, précis. Je serai pilote de ligne. Comment je l'ai su ? C'est très simple. J'ai 7 ans, je suis en CE1. La maîtresse nous demande de rédiger notre première rédaction. Le thème, ce que l'on veut faire plus tard, un vaste sujet. Et sur le chemin, en rentrant à la maison, il fait beau, les oiseaux chantent, c'est le printemps. Je regarde le ciel, et là, je vois un avion. Et une fois à table, je dis à ma mère, « Maman, c'est ça que je veux faire plus tard. C'est être tous les jours dans les nuages. » Pour mes parents, c'est une lubie. À 10 ans, ils m'offrent mon premier baptême de l'air. C'est une idée, ça lui passera. Et pourtant non. Ma détermination est bien ancrée. Je serai commandant de bord. Et je mets alors tout en place pour y arriver. Le choix de mes options au lycée, mes activités extrascolaires, dès que la législation le permet, à 14 ans, je prends des cours de pilotage, même mes vacances d'été, à Londres, pour perfectionner mon anglais. Rien n'est laissé au hasard. Je sais que les places sont chères, je vais être la meilleure, j'ai un cap, et j'y vais à pleine vitesse. Je fais maths sup maths spé, je passe le permis d'avion avant celui de la voiture, et je présente le concours de l'École nationale d'aviation civile. Et là, je tombe de haut. Vous le voyez, vous, aujourd'hui, mais moi, je ne le savais pas encore. J'ai besoin de lunettes. Le diagnostic tombe. Mon rêve s'effondre. Il faut du temps pour se reconstruire, et du temps, je n'en ai pas. Les résultats tombent en avril. En septembre, il faut se réorienter. 4 mois pour tout décider. Mes parents m'aident. Si tu ne peux pas piloter des avions, alors construis-les. Et me voilà partie dans un circuit d'ingénieur. Durant mes études, un médecin que je connais depuis longtemps me parle d'un problème qu'il rencontre dans le médical, dans son quotidien. Il fait appel à moi en tant qu'ingénieur. Et il me demande de l'aider à trouver une solution. L'idée fait son chemin, mais reste en sommeil, dans un coin de ma tête. Et puis un jour ordinaire, en rentrant de la pause déjeuner, je prends l'ascenseur. Vous voyez ces ascenseurs impersonnels que l'on a dans les grands groupes. Sauf que ce jour-là, mon regard tombe sur une affiche à destination des alternants pour leur permettre de répondre à un concours avec une idée et d'en créer une société. Et là, c'est le déclic. C'est comme si tout se connectait. Mon envie de sens, l'idée du médecin, mon envie d'essayer. Nous avons remporté ce concours. Ce moment m'a donné l'élan, mais surtout les moyens, de transformer cette idée en projet et ce projet en réalité. 5 ans plus tard, je suis à la tête d'une start-up médicale où on aide à piquer dans les artères. On est sur une innovation mondiale. Et là, mes lunettes, tout de suite, ça fait beaucoup plus intellect. Et vous allez me dire, comment t'as fait ? T'avais même pas 25 ans quand t'as monté la société. L'entrepreneuriat, je l'ai découvert, un peu par hasard, un peu par curiosité, mais beaucoup par envie. Et toutes les questions que l'on se pose souvent, la peur, la légitimité, le plafond de verre, eh bien, je me les suis tout simplement jamais posées. En analysant mon parcours, je me suis rendu compte que je suivais 3 principes simples que je vais vous partager. Le premier principe, c'est l'impulsion. Cette énergie brute, cette envie sincère qui surgit et prend le dessus. Au point que l'on pourrait croire que je n'ai pas peur. Mais si, bien sûr que j'ai peur, comme tout le monde. Sauf que chez moi, l'élan est plus fort que le doute. Je suis cette impulsion et je ne suis pas là en train de la noyer dans 1000 scénarios. Je n'ai pas grandi avec un « fais attention », mais plutôt avec « vas-y et tu verras bien ». J'ai voulu, dès que je l'ai pu, avoir un job d'été pour aider mes parents à financer mes cours de pilotage et mes études. J'ai décidé que je voulais devenir sauveteur en mer. Seul problème, je ne savais nager que la brasse.
pas vraiment le meilleur profil. Mais ça ne m'a pas bloquée. J'ai appris, je me suis entraînée, sans réellement avoir conscience de toute la charge que ça allait me demander. Et tant mieux. L'été suivant, j'étais en poste. Parce que parfois, c'est ça. Poser une intention et avancer pas à pas. Avec le temps, j'ai compris que l'on n'a pas besoin de tout maîtriser pour avancer. Il suffit de croire que l'on peut progresser. En psychologie, Carol Dweck appelle ça le growth mindset. C'est l'idée simple mais puissante qu'on ne n'est pas capable ou incapable. On apprend à le devenir. Et ce n'est pas juste un concept sympa. Les personnes en entreprise qui ont cet état d'esprit sont 2 fois plus enclines à innover et 6 fois plus valorisées. Avec cette mentalité, on n'attend pas d'être prêt pour commencer. On commence et c'est en avançant qu'on devient prêt. Le deuxième principe, c'est le regard que l'on choisit de porter sur les choses qui nous entourent. J'ai toujours fait en sorte de sortir gagnante de chaque situation, de transformer chaque contrainte en opportunité. Dès qu'une porte s'est entr'ouverte, j'ai su le remarquer. Mais surtout, j'ai eu l'audace de passer le pas. Et c'est là que le paradoxe d'Épictète me parle profondément. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. C'est pas l'ascenseur qui m'a changé. C'est le fait que ce jour-là, j'ai décidé d'appuyer sur le bouton « Pourquoi pas ?». Juin 2023, j'ai rendez-vous avec un député européen pour parler fiscalité de l'innovation. Je prends mon train, j'arrive à ma correspondance. Là, j'apprends qu'elle est annulée. Pas en retard, annulée. Et c'est un rendez-vous que je ne peux pas me permettre de déplacer. La journée aurait pu basculer. Mais au lieu de subir, je décide de trouver une solution. Je trouve un taxi. Il est capable de m'emmener pour attraper le dernier train direction Bruxelles. Au moment de partir, j'aperçois un homme dans la même galère. Costume cravate, attaché caisse, en stress. J'ouvre la portière et je lui propose de partager le trajet. Nous voilà partis dans un go-fast direction Bernay. On discute. J'apprends qu'il gère l'une des plus grosses fortunes de France. Et moi, je suis en pleine levée de fonds pour ma start-up. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'était que de la chance ? Non. C'était un choix de posture, une décision. Pas une opportunité tombée du ciel, mais une opportunité que j'ai saisie. Enfin, le troisième principe, qui fait toute la différence, c'est agir. Parce que sans passage à l'action, même la meilleure des idées reste une simple projection. Tester, essayer, se tromper peut-être, mais faire. Parce qu'on a beau avoir les meilleures des idées, si elles restent dans un carnet, elles ne changeront jamais rien. On ne change pas sa vie sur une intention, on la change avec un pas. Et pourtant, on attend souvent que tout soit prêt, que tout soit parfait. Mais ça, c'est la recette parfaite pour ne jamais rien faire. Je le vois aujourd'hui très concrètement. Je suis mentor d'un projet. La personne que j'accompagne travaille dessus depuis 10 ans. 10 ans qu'elle attend, ajuste, perfectionne. 10 ans qu'elle attend le bon moment. Entre-temps, d'autres ont eu la même idée. D'autres se sont lancés. Et c'est devenu un nouveau prétexte pour ne pas y aller. Maintenant, c'est trop tard. Mais ce n'est jamais trop tard pour faire. Ce qui compte, c'est d'oser. Pas d'avoir tout bon, pas de briller, juste d'oser. Comme le dirait ce génie qu'est Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y. Quand j'ai remporté ce concours, j'ai déposé les statuts, j'ai créé la société. Et rapidement, une réalité m'a rattrapée. Il me fallait de l'argent. On était à la période des fêtes, alors j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'ai demandé de l'aide. Parce qu'on vous reprochera toujours de ne pas en avoir demandé.
J'ai fait appel à amis, famille, connaissances, et concrètement, je leur ai demandé s'ils voulaient participer à cette aventure. Tonton, tata, c'est le moment de mettre un 0 de plus sur votre chèque de Noël. Et c'est comme ça, petit pas par petit pas, que j'ai levé mes premiers fonds. Pas dans une salle d'investisseurs, mais à table, entre deux parts de bûches. Parce que c'est ça l'action. Pas forcément spectaculaire, mais réelle. Pas forcément parfaite, mais lancée. Qui, ce soir, dans cette salle, a déjà eu une idée, un projet, une envie, mais ne l'a pas lancée parce que ce n'était pas encore prêt? Je ne vous parle pas d'une grande aventure entrepreneuriale ou d'un changement de vie. Je vous parle de ces petites actions, souvent trop repoussées depuis trop longtemps et qui finissent par peser. Trier des milliers de photos sur son téléphone. Écrire un message à une personne à qui l'on pense depuis des semaines. S'inscrire à un cours, une activité, une association. Changer de travail, mais attendre le bon moment. Voyager, mais quand on sera à la retraite. Si vous vous reconnaissez dans ces propos ce soir, je vous laisse taper des pieds. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Ce sont souvent ces choses, souvent trop repoussées, qui finissent par peser. Ce soir, si on les regardait autrement, pas comme quelque chose à faire un jour, mais comme quelque chose à commencer maintenant. Si on fait un pas de côté, juste un, on change de regard, pas celui de la peur, celui de la curiosité, pas celui du jugement, celui de l'innocence. Et enfin, ne vous contentez pas d'y penser, faites-le. Parce que c'est ça l'élan, pas forcément spectaculaire, mais sincère. Aujourd'hui, je ne pilote pas d'avion, mais je pilote une entreprise. Et croyez-moi, l'élan est le même. J'aime tout ce qui touche à l'aéronautique et j'ai longtemps fait du parachute en club. L'élément clé de ce sport, c'est d'oser faire le pas, d'oser s'élancer. Ce que je vous propose ce soir, c'est que ce pas, on le fasse tous ensemble en passant à l'action. Et s'il vous plaît, quand vous rentrez chez vous, pensez à moi. Triez ces photos. Merci.